dit que toute une vie peut basculer en une seconde. Pour moi, il a fallu 12 secondes d'un appel vidéo que je n'aurais jamais dû recevoir. 12 secondes de bruit que je n'oublierai jamais. 12 secondes qui ont transformé la femme que j'aimais en une inconnue que je reconnaissais à peine. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison, c'est une histoire de ce qui se passe ensuite. Elle s'appelait Marine. Et laissez-moi vous raconter cette histoire depuis le début. Je déteste les surprises. Toujours détesté. Je suis le genre d'homme qui aime ses routines. Je prépare ma cafetière la veille au soir. J'emprunte le même trajet pour aller au travail chaque matin, j'écoute la même station de radio. Je trouve du réconfort à savoir ce qui m'attend. Alors oui, les surprises. Pas mon truc. Surtout pas celles qui surgissent sur votre téléphone en plein milieu d'un jeudi après-midi et retournent votre monde sens dessus-dessous. Ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre. J'étais dans mon bureau, plongé dans des tableaux Excel, à revérifier un rapport budgétaire qui devait être rendu le lendemain matin. Mon boulot n'a rien d'excitant, chiffres, clients, réunions, mais il est stable. Il est sûr. Et c'est comme ça que j'ai toujours aimé les choses. Pas de chaos, pas de drame. Juste un bureau, une liste de tâches, et la paix. Vers 14h17, je me souviens de l'heure exacte parce que j'ai regardé l'horloge quand c'est arrivé, mon téléphone a vibré. FaceTime. De Marine. Ma femme ne m'appelait généralement pas en vidéo pendant les heures de travail. Elle m'envoyait peut-être un texto de temps en temps, achète du lait, ou, tu peux sortir le chien en rentrant. Mais les appels vidéo? C'était rare. Mon estomac s'est serré, juste un peu. J'ai pensé que quelque chose n'allait peut-être pas avec sa mère. Ou notre Bigle, Biscotte. Marine adorait ce chien plus que la plupart des gens. Alors j'ai répondu. Mais ce n'était pas son visage qui est apparu. À la place, j'ai eu une vue floue de ce qui ressemblait à un plafond d'hôtel. Beige, légèrement taché, un de ces ventilateurs industriels qui tournaient paresseusement dans le coin. J'ai plissé les yeux, perplexe. J'allais dire quelque chose, allô? Quand le son m'a frappé. Et bon sang, ça a cogné comme un train de marchandises. Il y avait du mouvement. La caméra avait dû être posée par accident et calée contre quelque chose, ou peut-être glissée entre les draps, mais l'audio était clair comme de l'eau de roche. Il y avait des rires. Des gloussements. Puis ces bruits d'abord doux, puis qui montaient, rythmés, sans équivoque. Je me suis figé. Mon corps est devenu froid, puis chaud, puis froid à nouveau. La voix d'un homme basse, essoufflée, qui disait des choses que je ne répéterai pas ici. Puis, juste au moment où j'essayais de comprendre ce que j'entendais, je l'ai entendu. Marine. Claire comme de l'eau de roche, comme si elle se tenait juste à côté de moi. Mon Dieu, tu es tellement meilleur que Lucas. C'est mon prénom. Je ne peux même pas expliquer ce qui s'est passé à cet instant. Mon esprit s'est arrêté. Comme si on avait débranché la prise et que tout s'était éteint. Mes oreilles sonnaient. Mes mains étaient engourdies. Je n'ai pas raccroché. Je n'ai pas parlé. J'ai juste tenu le téléphone, en le fixant comme s'il allait s'excuser. Ou expliquer. Ou me dire que j'avais mal compris. Mais je n'avais pas mal compris. C'était la voix de Marine. Pas un enregistrement, pas une blague bizarre. C'était elle, et elle semblait heureuse. À l'aise. Comme si ce n'était pas nouveau. Comme si c'était juste un après-midi ordinaire pour elle. Je suis resté là, entouré de lumière fluorescente et d'odeur d'encre d'imprimante, à écouter ma femme dire à un autre homme à quel point il était bon. Mon cœur battait si fort que je pensais que j'allais m'évanouir. Je ne savais pas si je devais jeter le téléphone à travers la pièce ou me recroqueviller dans un coin et disparaître. Le ventilateur au plafond sur l'écran continuait de tourner, indifférent. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû raccrocher. Mais je ne pouvais pas. J'étais bloqué comme si on avait cloué mes pieds au sol. J'ai entendu plus de froissements, plus de rires essoufflés. Les bruits de gens enlacés dans quelque chose dont je ne faisais pas partie. Et le pire? Il n'y avait même pas une once de culpabilité dans sa voix. Pas d'hésitation. Pas un moment où elle s'est arrêtée et a dit « Attends, est-ce que j'ai appelé quelqu'un ?» Rien. Juste elle, qui gloussait comme une adolescente, qui félicitait un inconnu pendant que j'étais assis à des kilomètres, à un bureau stratifié avec mon alliance encore au doigt. Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté là.
Peut-être 1 minute. Peut-être 10. Finalement, l'appel s'est terminé, je suppose. Ou le téléphone s'est éteint. Ou je me suis évanoui, franchement, je ne sais pas. Je me souviens juste de m'être laissé glisser dans mon fauteuil, en fixant l'écran longtemps après qu'il soit devenu noir. Un collègue a frappé à la porte de mon bureau un peu plus tard. Il a demandé si je voulais rejoindre tout le monde pour un gâteau dans la salle de pause. C'était l'anniversaire de quelqu'un. J'ai dit non. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. À la place, je suis juste resté là, entouré de tableaux Excel et de silence, à essayer de digérer ce qui venait de se passer. C'est une chose étrange, d'entendre son mariage se terminer en direct. Un moment vous pensez à ce que vous allez cuisiner pour le dîner, et le suivant vous écoutez votre femme murmurer le nom de quelqu'un d'autre avec une joie que vous ne lui avez pas entendue depuis des années. C'était le début. Le moment où le rideau est tombé et où la vérité a déferlé. Et tout a commencé avec un appel vidéo accidentel. Marine a toujours été le genre de femme qui pouvait entrer dans une pièce et faire tourner toutes les têtes sans le faire exprès. Elle avait cette beauté naturelle, cheveux blonds qui tombaient toujours parfaitement, même quand elle jurait qu'elle venait de se lever du lit. Des jambes interminables. Des yeux couleur vert, ceux qui captent la lumière du soleil et vous font oublier ce que vous étiez en train de faire. Les gens l'adoraient instantanément. Les femmes voulaient être sa meilleure amie. Les hommes trébuchaient sur eux-mêmes pour ne pas la regarder trop longtemps. J'étais fier de me tenir à ses côtés. Comme si j'avais eu de la chance et gagné quelque chose que je ne méritais pas. Mais rien de tout ça n'avait plus d'importance maintenant. Après être resté là dans mon bureau avec le son de sa trahison qui résonnait encore dans mon crâne, j'ai fait la seule chose que je pouvais gérer à ce moment-là, j'ai commencé à creuser. Je n'étais même pas sûr pourquoi. Peut-être que je voulais juste confirmer ce que je savais déjà. Peut-être que j'espérais que ce soit une erreur. Mais au fond, je pense que je savais exactement ce que j'allais trouver. J'ai ouvert mon téléphone et consulté le journal d'appel. Bien sûr, c'était là. Un appel FaceTime sortant, exactement au moment où j'avais tout entendu. Elle m'avait composé en plein après-midi, en plein, peu importe comment on appelle ça. J'ai fixé l'horodatage un moment, comme si les chiffres allaient me dire plus que ce qu'ils disaient. Comme s'ils allaient me donner des réponses que je ne voulais pas entendre à voix haute. Et comme ça, tout a commencé à faire sens. Les soirées tardives avec ses amis. L'intérêt soudain pour les retraites de yoga. Les nouveaux sous-vêtements que je ne la voyais jamais porter à la maison. Toutes les nuits où elle rentrait en sentant un parfum inconnu qui n'était pas le sien. Elle expliquait toujours ça, le parfum de quelqu'un d'autre s'était frotté, ou c'était l'odeur d'une nouvelle lotion essayée au centre commercial. Je l'avais cru. Ou peut-être que je ne voulais pas déclencher une dispute. Je suppose que l'amour vous rend idiot. En y repensant, il y avait des signes. 1000 petits drapeaux rouges que j'avais ignorés ou expliqués. La façon dont elle gardait son téléphone comme s'il contenait des codes nucléaires. Le balayage rapide de son écran dès que je jetais un œil. Les textos secrets sous la table. À l'époque, je mettais ça sur le compte de l'intimité. Tout le monde a besoin de son espace, non? C'est ce qu'elle disait toujours. Mais maintenant je voyais ce que c'était, des mensonges, enchaînés comme des guirlandes de Noël. Assez brillants pour me distraire pendant qu'elle construisait une seconde vie dans mon dos. Elle était douée pour ça, aussi. C'est ce qui me ronge encore. La façon dont elle me regardait dans les yeux et me disait qu'elle m'aimait, chaque soir. La façon dont elle se blottissait contre moi sur le canapé, posait sa tête sur ma poitrine, et s'endormait comme si de rien n'était. Elle m'embrassait pour me dire au revoir le matin, souriait comme si j'étais son univers entier, puis sortait et jouait la comédie avec quelqu'un d'autre. Elle ne mentait pas seulement. Elle jouait un rôle. Et j'étais le seul spectateur qui ne réalisait pas que le spectacle était truqué. Il y a eu une nuit, pas si longtemps avant l'appel, qui me reste en mémoire. Elle est rentrée tardée, apéro avec des collègues. Elle a dit que son patron était resté trop longtemps, et qu'elle ne voulait pas être impolie. Elle était un peu ivre, riait, les joues rouges. Elle a dit qu'elle m'avait manqué et m'a enlacé le cou comme si on avait 20 ans à nouveau. Je me souviens d'avoir pensé qu'elle faisait peut-être un effort, que les choses s'amélioraient peut-être. Maintenant, je sais mieux. Cette nuit-là n'était probablement pas des apéros avec des collègues. Ce regard dans ses yeux n'était pas de l'amour. C'était de la culpabilité déguisée en affection. Et je suis tombé dans le panneau. J'ai aussi regardé notre album photo.
De vieilles photos de nous au lac. Son anniversaire l'an dernier. Ce week-end à Lyon. Tout semblait si réel. Et peut-être que certaines parties l'étaient. Mais maintenant chaque sourire semblait suspect. Chaque câlin semblait être une couverture. Et chaque « je t'aime » sonnait comme une réplique bien répétée d'un script qu'elle avait déjà joué pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce qui faisait le plus mal, ce que j'avais entendu au téléphone, ou la façon dont elle avait agi normalement ensuite. Comme si rien ne s'était passé. Comme si elle pouvait vivre deux vies sans jamais les faire se croiser. Comme si j'étais trop aveugle, trop confiant, ou trop bête pour m'en rendre compte. Il s'avère qu'elle avait raison à moitié. Je lui faisais confiance parce que je l'aimais. Tout simplement. Je n'imaginais pas qu'elle me mentirait en face pendant des mois, peut-être plus. Je n'imaginais pas que la femme pour qui je préparais le café chaque matin se révélerait être quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment du tout. Mais maintenant je savais. Et aucune quantité de parfum, de jolis sourires, ou de mots soigneusement choisis n'allait changer ça. Après être resté un moment dans ma voiture à fixer son journal d'appel et l'horodatage, je savais que je ne pourrais pas rester au travail comme si de rien n'était. Je devais terminer un rapport pour l'équipe finance, mais ma tête était ailleurs entièrement. J'ai pris mon ordinateur portable, je l'ai éteint sans sauvegarder quoi que ce soit, et je suis parti sans dire un mot à personne. Sur le trajet du retour, j'ai passé en revue une centaine de versions différentes de ce que je lui dirais. Dans certaines, je restais calme. Dans d'autres, je criais. Dans quelques-unes, je partais discrètement sans regarder en arrière. Mais chaque version avait une chose en commun, j'imaginais qu'elle montrerait du remords. J'imaginais un éclair de culpabilité, peut-être même des excuses. Au minimum, je pensais qu'elle aurait assez de honte pour agir comme si elle savait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté là 1 minute. Sa voiture était déjà là, garée comme d'habitude, légèrement de travers. Je suis entré, m'attendant à moitié à la trouver en haut sur le canapé. À la place, la voilà dans la cuisine, pieds nus, cheveux en chignon, portant ce pantalon de yoga gris qu'elle appelait toujours son « confortable ». Elle était au comptoir, en train de se verser un verre de vin blanc. Décontractée comme tout. Comme si c'était un jeudi soir ordinaire et pas le jour où j'ai découvert qui elle était vraiment. Elle n'a même pas bronché quand je suis entré. Elle s'est juste tournée et a dit « Salut chérie. Tu rentres tôt ». Ce mot « chérie » m'a frappé comme une gifle. Comment peux-tu dire ça à quelqu'un que tu viens de trahir? Comme si rien n'avait changé? Je l'ai fixé 1 seconde, sans savoir par où commencer. Mon cœur battait la chamade. Mes mains étaient raides. Ma bouche était sèche. J'ai demandé, comment était ton shopping? Elle a cligné des yeux, puis m'a fait un petit sourire. C'était bien, pourquoi? Sa voix était calme, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. C'était rapide, à peine là, mais je l'ai attrapé. Un petit tic, un changement. C'est ça quand on vit avec quelqu'un pendant des années, on apprend les plus petits signes. J'ai reçu un appel, ai-je dit. Son sourire s'est un peu effacé. Elle a penché la tête, faisant semblant de ne pas comprendre. Un appel? De toi, ai-je dit. Cet après-midi. Fast time. Là encore. Le tic. Ses doigts ont serré le verre de vin un peu plus fort. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle est juste restée là, à calculer. Puis elle a haussé les épaules. Oh. Bof. Ça devait être une erreur. C'est tout ce qu'elle a dit. Une erreur. Elle disait que l'entendre enlacé avec un autre homme clair comme de l'eau de roche était une erreur. J'ai senti quelque chose en moi se taire. Pas exploser, pas brûler, juste se taire. Comme si une mèche s'était éteinte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas exigé de réponse. Je l'ai juste regardé, j'ai hoché la tête, et je me suis tourné vers l'escalier. Elle a crié, « Tu vas où ?» Faire ma valise. Elle m'a suivi en haut. J'entendais ses pieds nus sur le parquet, rapides et agités. « Tu le fais vraiment ?» a-t-elle demandé depuis l'embrasure alors que je sortais ma valise. Pourquoi? Un appel? Je n'ai pas répondu. J'ai juste commencé à sortir des vêtements du placard. Chemise. Jean. Chaussettes. Pas de plan, juste du mouvement. Mes mains tremblaient un peu, mais je continuais. C'est tellement théâtral, Lucas,
a-t-elle dit en croisant les bras. Tu ne veux même pas en parler? Je me suis tourné pour la regarder. Parler de quoi? Tu m'as appelé pendant que tu étais avec quelqu'un d'autre. Je n'avais pas besoin de sous-titres. Elle a levé les yeux au ciel. Tu sautes aux conclusions, a-t-elle dit. Tu n'as rien vu. Je n'avais pas besoin, ai-je dit. J'ai assez entendu. Elle a bu une gorgée de son vin, comme si ça allait calmer la situation. Comme si on se disputait pour une réservation au restaurant. Pas pour notre mariage qui implosait en direct. Tu fais toujours ça, a-t-elle dit. Tu vois tout en noir et blanc. Tu n'écoutes pas. Tu réagis juste. C'est là que j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé plus que tout. Elle ne se sentait pas coupable. Pas vraiment. Elle se sentait gênée. Elle était agacée que je l'ai découverte, pas désolée d'avoir fait ça. Et pire, elle pensait encore que je pourrais rester. Tu t'entends, ai-je demandé. Tu t'es fait prendre, Marine. Ce n'est pas un malentendu. Ce n'est pas un appel mal placé du salon de coiffure. C'est toi. Qui ment. Qui cache. Qui fait ce que tu veux pendant que je suis au boulot à penser que je suis marié à quelqu'un qui en a quelque chose à foutre. Elle n'a rien dit. Elle est juste restée là avec ce regard à moitié ennuyé, à moitié défensif. C'est là que j'ai su qu'elle ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Ou peut-être qu'elle pensait que je l'accepterais, que je pardonnerais, que je passerais à autre chose comme si de rien n'était. Ça m'a fait peur, d'une certaine façon. Qu'elle soit devenue si à l'aise dans le mensonge, si confiante dans mon silence, qu'elle croyait qu'il n'y aurait pas de conséquences. J'ai fermé la valise et je l'ai posée près de la porte. Je ne savais même pas où j'allais. Un hôtel, peut-être. Chez un pote. N'importe où sauf ici. Elle a enfin reparlé. Donc c'est tout? Je me suis retourné vers elle. Non. C'est juste le début. Et je suis sorti. J'avais à peine fermé la valise et pris quelques chemises sur les cintres quand elle m'a suivi en haut. Marine ne criait pas, mais elle est entrée dans la pièce avec cet air comme si elle était prête pour un débat au tribunal, pas une vraie conversation. Elle s'est plantée dans l'embrasure, bras croisés, comme si c'était moi qui devais m'expliquer. Tu veux la vérité? A-t-elle dit. Sa voix avait ce ton tranchant, moqueur qu'elle prenait quand elle était dans un de ses moods. Très bien. Je sais pour Rachel. De ton bureau. Tu crois que tu es le seul à pouvoir faire des choses dans le dos de l'autre? Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Mes mains sont tombées le long de mon corps. Rachel? Le nom m'a frappé comme un coup bas, pas parce que j'étais coupable, mais parce que je savais exactement ce qu'elle essayait de faire. Retourner la faute. Traîner quelqu'un d'autre dedans. Réécrire toute l'histoire pour qu'elle ne soit pas la méchante. Juste une autre victime. Rachel était une collègue avec qui je m'entendais bien. Drôle, intelligente, bonne dans son boulot. On prenait un café parfois quand on avait besoin d'une pause des tableaux Excel. Il y a peut-être eu un moment il y a des mois où j'ai pensé que quelque chose pourrait arriver. Mais rien ne s'est passé. Je n'ai jamais franchi la ligne. Jamais même approché. Et Marine le savait. Elle avait déjà mentionné Rachel, lancé des accusations pendant une dispute pour la chose la plus bête qui avait oublié d'acheter du liquide vaisselle. Je lui avais dit la vérité à l'époque, comme je le lui aurais dit maintenant s'il y avait eu quoi que ce soit à dire. Mon estomac s'est retourné quand j'ai réalisé qu'elle ne faisait pas que ressortir Rachel et elle l'utilisait. Comme une justification tordue. Tu m'as trompé pour te venger de quelque chose que je n'ai même pas fait, ai-je demandé, calmement. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Juste abasourdi. Elle a ricané. Vraiment ricané. Comme si je ratais le point. Oh, s'il te plaît, a-t-elle dit en avançant dans la pièce. Tu t'es émotionnellement barré il y a longtemps, Lucas. Ne fais pas comme si tu étais surpris. J'étais sans voix. Je n'avais aucune idée d'où venait cette version de l'histoire. Émotionnellement barré? Je travaillais tard parce que les factures ne se paient pas toutes seules. Je demandais comment s'était passée sa journée, même quand la mienne était pourrie. Je ramenais sa marque préférée d'eau pétillante aromatisée à chaque fois que j'allais faire les courses. Mais rien de tout ça n'avait d'importance maintenant, parce que dans son esprit, c'était déjà réglé. Elle avait réécrit l'histoire avec elle-même comme la partie blessée. J'étais juste un remplaçant dans sa vie,
quelqu'un qu'elle pouvait échanger quand j'arrêtais de jouer le jeu de la fantaisie qu'elle avait construite. Je me suis adossé au mur, essayant de rester ancré. Je l'ai regardée et je me suis demandé depuis combien de temps elle attendait de jouer cette carte. Depuis combien de temps elle se disait que c'était ok de me trahir, parce que dans sa version de la vérité, elle était justifiée. Rachel et moi n'avons jamais rien eu, ai-je dit, platement. Elle a haussé les sourcils comme si elle ne me croyait pas, ou comme si ça lui était égal. Bien sûr, a-t-elle dit, la voix dégoulinante de sarcasme. Tout comme j'étais en shopping aujourd'hui. Il y a eu un silence entre nous. Lourd. Amer. Et bizarrement familier. Ce silence m'a tout dit ce que j'avais besoin de savoir. Marine n'était pas désolée. Pas du tout. Elle pensait avoir gagné quelque chose. Qu'elle m'avait surpassé. Que parce qu'elle pouvait balancer un nom de mon bureau, tout le reste serait annulé. C'était comme regarder quelqu'un commettre un délit de fuite, puis agir comme s'il était la victime. Tu m'as fait mal, ai-je dit. Et maintenant tu essaies de retourner ça. Elle a levé les yeux au ciel encore. C'était son réflexe quand elle ne voulait pas affronter quelque chose de réel. Elle disait toujours que je dramatisais, quand je la confrontais à des choses qu'elle ne pouvait pas nier. Tu es ridicule, a-t-elle dit. Tu ne peux pas agir comme si tout était parfait. Ça fait longtemps que non. J'ai fait ce que j'avais à faire. Cette phrase s'est plantée dans ma poitrine comme un clou. J'ai fait ce que j'avais à faire. Comme si mentir, se faufiler, m'appeler par accident pendant qu'elle était avec quelqu'un d'autre c'était des mouvements de survie. Comme si c'était justifié parce qu'elle avait eu une dure journée, ou parce que je travaillais tard, ou parce que je n'avais pas commenté assez vite sa nouvelle coupe de cheveux. Elle ne réécrivait pas seulement notre mariage. Elle se faisait l'héroïne d'une histoire où j'étais le mec absent, indifférent, et elle essayait juste de se sentir vivante à nouveau. C'est l'histoire qu'elle se racontait, je suppose. Et peut-être la seule façon pour elle de vivre avec ça. Je n'avais plus rien à dire après ça. J'ai pris ma valise, je l'ai descendue, et je l'ai posée près de la porte d'entrée. Cette nuit-là, je n'ai pas allé loin. J'ai dormi sur le canapé. Marine est allée dans notre chambre comme si de rien n'était. Je l'ai entendue fredonner à un moment, comme si elle était déjà de meilleure humeur maintenant que son secret était sorti et qu'elle avait trouvé un moyen de le rationaliser. Elle a gagné la dispute dans sa tête. Mais je ne discutais plus. J'avais fini. Après cette nuit sur le canapé, je n'arrêtais pas de penser à tout ce qu'elle avait dit et tout ce qu'elle n'avait pas dit. Marine agissait comme si la conversation était terminée. Comme si on s'était tous les deux vidé le cœur et que maintenant il était temps de passer à autre chose, sans rancune. Elle continuait comme si rien n'avait changé. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment dans mes tripes. Quelque chose me disait que ce que j'avais entendu ce jour-là, l'appel, sa voix, son ton, ce n'était pas une erreur unique. J'avais l'impression d'avoir à peine gratté la surface. Et si je ne creusais pas plus profond, j'allais me retrouver coincé avec sa version de l'histoire. Celle où j'étais le mari distant et elle la femme incomprise qui essayait juste de ressentir quelque chose à nouveau. Je n'allais pas la laisser être l'auteur de ma chute. Alors, j'ai commencé à rassembler des preuves. Je n'étais plus en colère, pas du genre à crier ou lancer des trucs. J'étais froid. Concentré. Comme si je montais un dossier. Parce que si j'allais quitter ça, je devais tout savoir. J'avais besoin de la vérité nue. Pas son spin, pas ses justifications, juste les faits bruts. Le premier endroit où j'ai regardé était notre compte iCloud partagé. Quand on avait eu de nouveaux téléphones il y a 2 ans, on l'avait configuré pour que tout se sauvegarde automatiquement. Elle n'avait jamais pris la peine de le désactiver, et je n'avais jamais eu de raison de vérifier. Jusqu'à maintenant. Ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Ses messages, photos, notes, tout était là. Chaque photo qu'elle prenait, chaque message qu'elle envoyait, chaque date qu'elle ajoutait à son agenda. C'était comme ouvrir une porte sur une seconde vie que je n'avais jamais soupçonnée. Les textos étaient le pire. Des centaines de messages à quelqu'un nommé simplement T. Au début, c'était des banalités. Puis ça devenait plus révélateur. Des compliments. Des plantards le soir. Des détails. Un schéma de comportement qui s'étalait sur des semaines, peut-être des mois. Il se retrouvait dans des hôtels, souvent en milieu d'après-midi. Elle textait des trucs comme « Chambre 407 cette fois » ou « J'ai hâte de te revoir ».
J'en ai besoin aujourd'hui. J'en ai besoin. Comme si elle n'avait pas de seconde pensée sur ce que ça signifiait. Pas de pause pour se rappeler qu'elle avait un mari à la maison qui pensait qu'ils construisaient encore une vie ensemble. Puis j'ai trouvé les photos. Pas juste des selfies. Des photos prises dans des miroirs d'hôtel. Certaines avec lui. Son visage n'était jamais visible, mais son bras l'était. Sa main. Sa montre. Le côté de sa mâchoire. Assez pour que je sache qu'elle n'était pas seule. Ce qui m'a vraiment coupé le souffle, c'était une photo d'elle à une table de dîner. Souriante avec 2 personnes plus âgées et ses parents à lui, je suppose d'après les messages. La légende disait « Il m'adore déjà ». C'est là que le poids total m'a frappé. Elle ne se faufilait pas juste dans mon dos. Elle se présentait comme quelqu'un de complètement différent. Il pensait qu'elle était célibataire. Elle avait intégré une toute nouvelle vie, une toute nouvelle histoire, et laissé son alliance à la porte comme si elle ne signifiait rien. Je n'ai pas pété un câble. Je ne l'ai pas confronté tout de suite. À la place, j'ai commencé à tout sauvegarder. Capture d'écran. Fiches de message. Date, heure, lieu. Je les ai enregistrés dans un dossier sur mon propre compte cloud. Je l'ai nommé quelque chose que je n'oublierai jamais, femme pourrie. PDF. Peut-être puéril, mais ça aidait. Ça rendait ça réel. Comme si je reprenais enfin le contrôle du récit qu'elle avait essayé de filer. Elle n'avait aucune idée que je faisais tout ça. Ce week-end-là, je l'ai regardée marcher dans la cuisine en chaussons, fredonner en faisant des crêpes, comme si elle était une épouse de sitcom wholesome. Elle m'a même demandé si je voulais du sirop en plus. J'ai dit non. C'était surréaliste. Vivre dans la même maison avec quelqu'un qui avait fait exploser votre vie, et qu'elle agisse encore comme si rien n'était arrivé. Comme si le seul problème était ma surréaction. Elle a commencé à se méfier quand je me suis tu. Je ne discutais plus. Je ne posais plus de questions. Je n'exigeais plus d'excuses. C'est là qu'elle m'a attaqué sous un autre angle. Tu es distant, a-t-elle dit un soir en se brossant les dents. Tu es encore fâché pour notre discussion l'autre jour? J'ai haussé les épaules. Juste fatigué. Elle m'a regardé une seconde dans le miroir. Je voyais qu'elle n'y croyait pas. Mais elle ne voulait pas pousser trop fort non plus. Peut-être qu'elle pensait que son histoire avait suffi. Que je bouderais un moment, puis que je laisserais tomber. Mais elle a continué à creuser. Quelques nuits plus tard, elle m'a confronté. Pas sur la tromperie mais sur le fait que je vérifiais le compte. Tu es allé dans mes sauvegardes téléphone, a-t-elle demandé. Ses bras étaient croisés encore. La même posture, comme prête pour un combat. Je n'ai pas nié. Ouais, ai-je dit. J'avais besoin de savoir à quoi j'avais vraiment affaire. Son visage s'est tordu comme si j'avais commis un acte impardonnable. Tu envahis mon intimité. C'est du contrôle, Lucas. Ce n'est pas ok. J'ai vraiment ri. Tu veux dire comme m'appeler par accident pendant que tu te retrouves avec quelqu'un d'autre? Ai-je demandé. Ce genre d'intimité? Elle n'avait pas de réponse. Elle s'est tournée, a marmonné quelque chose sur le besoin d'espace, et est sortie de la pièce. La vérité, c'est qu'elle avait une défense pour tout sauf pour la vérité elle-même. C'est ce qui rendait ça pire que ce que j'aurais pu imaginer. Pas juste la trahison. Mais l'arrogance. Le sentiment d'avoir droit. Comme si c'était moi qui devrais me sentir mal d'avoir découvert ça. Mais je ne me sentais pas mal. Je me sentais prêt. Marine a suggéré une thérapie de couple quelques jours après avoir remarqué que je ne réagissais plus à elle comme avant. Je pense qu'elle pensait pouvoir prendre les devants, tordre l'histoire pour se faire passer pour l'épouse blessée, et peut-être convaincre quelqu'un d'autre que tout ça n'était qu'un problème de communication. Elle l'a mentionné en pliant le linge, de toute chose. En tenant une paire de mes chaussettes, elle a dit, peut-être qu'on devrait parler à quelqu'un. J'ai demandé, de quoi? Elle m'a donné ce ton patient, condescendant qu'elle prenait pour diriger une conversation. De tout. De nous. De la distance qu'il y a eu. Distance. C'était son mot pour trahison maintenant. Au début, je ne voulais pas y aller. Je savais que je ne pourrais pas m'asseoir en face d'elle pendant qu'elle jouait la victime et me faisait passer pour le mari inattentif qui ne comprenait pas ses besoins. Mais j'ai accepté. Pas parce que je pensais que ça arrangerait quoi que ce soit,
mais parce que je voulais voir quelle histoire elle essaierait de vendre quand quelqu'un d'autre regarderait. On a fini par réserver une séance avec un thérapeute nommé Philippe. Il travaillait dans un bureau cosy attenant à une vieille maison en briques en bordure de ville. Il avait probablement la soixantaine, voix douce, lunettes, barbe grise. Le genre d'homme qui avait tout vu et savait probablement avant même qu'on s'asseye qui disait la vérité. La première séance a commencé exactement comme je m'y attendais. Marine a parlé en premier, plongeant dans une histoire qui sonnait presque répétée. Elle a dit qu'on s'était éloigné. Que j'étais émotionnellement indisponible. Que je me noyais dans le travail et rentrais, distant et fatigué. Elle a dit qu'elle se sentait invisible, sous-appréciée. Elle a même mentionné que je ne la complimentais plus comme avant. Selon elle, elle avait tout essayé pour nous sauver mais sentait que je m'en fichais. Je suis resté là, bras croisés, à fixer un point sur le tapis. Philippe hochait la tête pendant son récit, prenant des notes dans un petit carnet. Il n'interrompait pas. Il la laissait parler jusqu'à ce que sa voix ralentisse et qu'elle me jette un œil, clairement en attente que je sois déstabilisé, défensif, peut-être même désolé. Philippe m'a regardé. « Lucas, a-t-il dit doucement, avez-vous quelque chose à ajouter ?» J'ai glissé la main dans la poche de ma veste et sorti mon téléphone. J'ai ouvert le dossier que j'avais créé, un message, photo, données de localisation, et tout le reste qu'elle ignorait que j'avais et je le lui ai tendu. Il a pris le téléphone et a commencé à faire défiler. Le silence dans cette pièce était la chose la plus forte que j'avais entendue depuis des jours. Marine est restée immobile, son expression illisible au début. Puis elle s'est penchée un peu, essayant de voir l'écran. Philippe n'a pas dit grand-chose. Juste haussé un sourcil et demandé, « Marine, voulez-vous répondre à ça ?» Elle n'a pas cligné des yeux pendant quelques secondes. Puis elle a ri. Pas un petit rire nerveux. Pas gêné. Elle a vraiment ri. « Tu as vraiment fait le FBI complet sur moi ?» a-t-elle dit, en souriant comme si je venais de lui apporter des fleurs au lieu d'une pile de preuves numériques qu'elle construisait une vie secrète dans mon dos. Puis elle a ajouté, « Eh bien, devine quoi ? Je l'ai fait. J'étais avec lui. Plus d'une fois. Et oui, j'ai menti. Mais peut-être que tu le méritais. » Cette phrase a aspiré l'air de la pièce. J'ai vu le visage de Philippe changer, juste un peu. Sa mâchoire s'est serrée. Il s'est adossé lentement, a posé le téléphone sur la table, et a joint les mains. « Je pense qu'on est au-delà de la réconciliation, » a-t-il dit, calme mais ferme. Marine n'a plus rien dit après ça. Elle est restée là, bras croisés, jambes qui rebondissaient légèrement agitées, mais essayant encore de paraître en contrôle. Le masque s'était fissuré, et elle le savait. Je n'ai pas parlé non plus. Il n'y avait plus rien à dire. Philippe a demandé si on voulait programmer une autre séance. Marine m'a regardé, attendant que je décide. Non, ai-je dit. Je pense que j'ai eu ce pourquoi je suis venu. On s'est levé. J'ai remercié Philippe pour son temps. Il m'a donné un regard qui n'était pas exactement de la pitié. C'était plus une compréhension tranquille, comme un homme qui avait vu ce film 100 fois et savait déjà comment il finissait. On a quitté le bureau en silence. On a marché jusqu'à la voiture séparément. Le trajet du retour était rempli du genre de silence qui ne s'installe pas juste entre vous, il creuse. Il construit des murs. Pas de musique. Pas de conversation. Juste le bruit des pneus sur le bitume et deux personnes qui avaient enfin épuisé les façons de faire semblant. Elle n'a pas demandé ce que j'allais faire ensuite. Je pense qu'elle savait déjà. De retour à la maison, elle est allée dans la chambre. Je suis resté en bas. J'ai ouvert mon ordinateur, regardé le dossier une dernière fois, et je l'ai envoyé par mail à moi-même avec pour objet, pour mémoire. Le matin après notre dernière séance de thérapie, j'ai appelé un avocat. Je n'ai pas tourné en rond ou hésité. Je n'ai pas passé des heures à regarder par la fenêtre comme dans les scènes de film. J'ai juste passé l'appel. J'avais déjà pris ma décision. C'était tout. Le thérapeute n'avait rien sauvé, et Marine ne voulait pas être sauvée. Elle voulait une justification. Le cabinet de l'avocat était calme. Professionnel. Un endroit qui avait vu la fin de plein de mariages, et le mien n'était qu'un nom de plus dans un dossier. Je me suis assis en face d'une femme nommée Nathalie. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, ce que j'appréciais. J'ai tout exposé, ce que je savais, ce que j'avais, ce que je voulais.
Elle m'a regardé et a dit, « Vous avez déjà fait la plupart du travail difficile. Ça ne sera pas compliqué. » C'était la première fois depuis des semaines que je sentais que quelque chose était sous contrôle. 4 jours plus tard, j'ai tendu l'enveloppe à Marine. Je n'ai pas planifié un grand moment. Je voulais juste le faire simplement. Je l'ai invitée à dîner juste nous deux, coin tranquille dans un resto qu'on aimait bien avant. Elle est arrivée en souriant, déjà à moitié dans son premier verre de pinot quand j'ai glissé l'enveloppe sur la table. Son sourire s'est figé. Je voyais ça se défaire. D'abord confusion, puis réalisation. Ses doigts ont plané au-dessus de l'enveloppe une seconde avant qu'elle ne la prenne enfin et l'ouvre. « Tu le fais vraiment ?» a-t-elle demandé, voix basse. J'ai hoché la tête. J'aurais dû le faire la nuit où tu m'as appelé. Ça l'a fait taire. Sa bouche s'est ouverte légèrement, mais elle n'a pas parlé. Puis sont venues les larmes. Pas des sanglots dramatiques, mais des tranquilles réels, pour une fois. Le genre qui coule sur la joue quand vous réalisez que le jeu est fini. Elle a tamponné ses yeux avec sa serviette, puis a regardé autour du restaurant comme si quelqu'un allait intervenir et tout arrêter. Mais personne ne l'a fait. Je n'ai pas bronché. Je ne l'ai pas consolé. Cette partie de moi était partie. Les semaines qui ont suivi étaient calmes. Gênantes, mais civilisées. Elle a emménagé dans la chambre d'amis et agissait comme si tout n'était qu'une formalité légale à traverser. Je restais hors de son chemin. Je ne demandais pas où elle allait. Je ne vérifiais pas ses textos. Cette phase de ma vie était finie. 2 mois plus tard, on était assis de part et d'autre d'une salle d'audience. Nathalie a tout géré. Elle était affûtée, confiante, et ne gaspillait pas de mots. Elle a guidé le juge à travers les faits, la confession en thérapie, les messages, les données de sauvegarde. Elle l'a présenté sans venin, juste propre et simple. Marine essayait de garder une expression neutre, mais on voyait qu'elle était secouée. Je pense qu'elle s'attendait à ce que son charme fasse ce qu'il avait toujours fait. Un sourire ici, une voix douce là. Mais les tribunaux ne se soucient pas du charme. Ils se soucient des preuves. Le juge a tout revu calmement, son visage illisible. Après un moment, il a rendu sa décision. J'ai eu la maison. La voiture. Une division nette des économies. Elle n'a pas contesté, probablement parce qu'elle savait qu'elle n'avait rien pour se défendre. Le regard sur son visage est quelque chose que je n'oublierai jamais. Comme quelqu'un qui regarde son film préféré se terminer de la mauvaise façon. On est parti sans dire un mot. Mais ce n'était pas la fin. Elle pensait que je ne découvrirais jamais qui était le mec. Elle avait fait attention à ne pas le nommer. Elle gardait son contact sous juste une initiale, T. Mais elle a glissé. De petites choses qu'elle disait m'ont donné des indices. Des noms mentionnés en passant. Des horaires qui ne collaient pas. Des endroits où elle prétendait être qui correspondaient un peu trop bien avec quelqu'un dont j'avais entendu parler avant. J'avais quelques contacts. Rien de louche, juste des gens que j'avais aidés par le passé, des faveurs dues. L'un d'eux travaillait dans le même immeuble que Marine. J'ai demandé un regard discret. Rien d'invasif. Juste des oreilles au sol. Ça n'a pas pris longtemps. Le nom du mec était Thibaut. Représentant commercial. Milieu trentaine, habillé flashy, grand parleur. Connu pour courir après les femmes au bureau. Les femmes mariées. Il avait une certaine réputation. Je n'arrivais pas à croire qu'elle soit tombée pour quelqu'un comme ça. Ou peut-être que si, et je ne voulais juste pas l'admettre. Je ne l'ai pas confronté au boulot. Ça aurait été bête. Trop de témoins, trop de risques. Mais j'ai observé. J'ai attendu. Finalement, j'ai découvert qu'il voyait quelqu'un d'autre, une autre femme, pas Marine. Une femme mariée dont le mari était souvent en déplacement. J'ai fait mes devoirs. Appris sa routine. Où il se garait. Où elle habitait. Jusqu'à quelle heure il restait. Une nuit, j'ai attendu devant sa maison. Quand il est sorti vers sa voiture, je suis sorti des ombres. Il ne m'a même pas vu venir. Je l'ai frappé une fois dans le ventre, assez fort pour lui couper le souffle, et une fois sur la mâchoire. Il est tombé vite. Je l'ai traîné derrière les haies, attaché ses poignets avec des colliers de serrage, et laissé une lettre pliée dans la poche de son manteau. Dedans il y avait tout, son nom, les femmes avec qui il avait été, les dates, les noms d'hôtels, et mon avertissement.
Je ne l'ai pas menacé. Je ne l'ai pas signé. Juste des faits. Assez pour brûler tous les ponts de sa vie. Le lendemain matin, la nouvelle était partout dans la vigne à ragots du bureau local. Quelqu'un avait posté la lettre anonymement à son patron. Il s'est fait virer. Sa femme a découvert. Des photos de lui meurtri, humilié ont circulé. Marine n'a jamais su ce qui s'était passé. Quelques semaines ont passé après la décision du tribunal. Puis elle a appelé. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Son nom apparaissait encore sur l'écran, bien que j'ai pensé à le changer en « ne pas répondre ». Mais je ne l'ai pas fait. Une partie de moi pensait que le jour viendrait où elle essaierait de me recontacter, et je voulais savoir que c'était elle. Elle a demandé si on pouvait parler. Juste une fois. Pas de drame, a-t-elle dit. Juste parler. Je n'ai pas dit oui tout de suite. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. 2 jours plus tard, je l'ai rappelé et accepté de se voir dans un bistrot où on allait quand on commençait à sortir ensemble. Quand je suis entré, elle était déjà là. Elle avait choisi une banquette au fond, loin des fenêtres. Elle semblait plus petite d'une certaine façon. Pas de maquillage, cheveux attachés, sweat bleu tout simple. Pas la version d'elle à laquelle j'étais habitué. Ses mains enserraient une tasse de café comme si elle avait besoin de chaleur, même s'il ne faisait pas froid dehors. Elle a levé les yeux quand je me suis approché et m'a fait un petit sourire. « Salut », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête et me suis assis en face d'elle. La serveuse est passée et a rempli une tasse pour moi sans demander. Elle devait se souvenir de nous. Je n'ai rien demandé d'autre. Marine non plus. Pendant quelques instants, on est juste resté là. Les bruits de vaisselle qui s'entrechoquent et de conversations calmes remplissaient l'espace entre nous. Finalement, elle a parlé. « Je n'ai jamais voulu te faire mal », a-t-elle dit, sa voix plus douce que dans mon souvenir. J'ai remué mon café avec une cuillère. « Mais tu l'as fait », ai-je répondu. Plus d'une fois. Elle a hoché la tête et baissé les yeux. Ses yeux étaient un peu gonflés, comme si elle avait pleuré récemment. Ou n'avait pas bien dormi depuis des jours. Je pensais pouvoir arranger ça avant que ça aille trop loin, a-t-elle dit. Mais c'était déjà le cas. Et je ne savais pas comment arrêter. Je n'avais pas prévu tout ça. Ça s'est juste produit. Je l'ai regardé longtemps. Je ne ressentais plus de rage. Pas même de tristesse, vraiment. Ce que je ressentais était plus comme de la distance. Comme si elle était quelqu'un que j'avais connu autrefois, d'un endroit où j'avais vécu autrefois. Tu n'avais pas peur, ai-je dit. Tu étais égoïste. Elle n'a pas discuté. Peut-être pour la première fois en moi, elle a juste accepté la vérité telle qu'elle. Pas de défense. Pas de twist malin. Juste le silence. On est resté comme ça un moment. Sans dire grand-chose. Juste laisser le temps passer, et peut-être essayer de comprendre quelle partie de notre histoire, si tant est qu'il y en ait une, avait été réelle. Finalement, elle a relevé les yeux. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches », a-t-elle dit. J'ai tendu la main vers mon portefeuille, mais elle a levé la main. « J'ai ça », a-t-elle dit. J'ai marqué une pause, puis je me suis levé. « Tu l'as déjà fait, non ?» a-t-elle demandé calmement, sans vraiment attendre de réponse. Je l'ai regardée pour la dernière fois et hoché la tête. « Ouais », ai-je dit. Moi-même. Elle n'a pas souri. Elle avait juste l'air fatiguée. Pas d'une façon que le sommeil pourrait arranger. Juste fatiguée jusqu'au bout. Je suis sorti du bistrot sans regarder en arrière. Le soleil était bas, fin d'après-midi, projetant de longues ombres sur le bitume. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, et je l'ai laissé tourner un moment avant de m'engager sur la route. Elle a déménagé dans une autre région environ 6 semaines plus tard. J'ai entendu via un ami commun qu'elle voulait un nouveau départ. Elle n'a laissé aucune adresse de réexpédition. Pas d'au revoir. La vérité, c'est que certaines fins n'arrivent pas avec des feux d'artifice ou des cris ou des supplications de dernière minute à l'aéroport. Parfois ça finit dans un bistrot. Autour d'un café. Sans excuse qui compte encore. Et ça me va très bien. Partagez votre avis dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place après cet appel téléphonique? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».